Bon, ben bonjour à tous les camarades. Je sais pas si au fond on entend bien. C'est bon? Non? Faut que je parle plus fort? Est-ce que là ça va mieux? Ouais, super. Bon, bah donc là je vais faire une présentation succincte de la brochure de Karl Marx qui s'intitule Salaire, prix et profit. Peut-être une bibliothèque, vous avez peut-être déjà vu dans votre bibliothèque. Donc ce texte de Karl Marx, c'est une intervention lors d'un débat au sein de la Première Internationale. Donc Karl Marx, il s'adresse à des camarades de combat. Donc ce que Marx il explique dans cette brochure, c'est que l'exploitation capitaliste, c'est une lutte à mort entre deux classes sociales, les travailleurs d'un côté et les capitalistes de l'autre. Tout ce qu'un camp peut obtenir, il peut l'obtenir qu'au détriment de l'autre. Et dans cette lutte, le patron, il essaye de rentrer dans la tête des ouvriers pour y mettre des idées qui les rendent faibles. Les bourgeois veulent affaiblir les travailleurs en présentant des mensonges comme des vérités indiscutables. Ça valait à l'époque de Marx et ça vaut encore aujourd'hui. Exemple, on nous dit qu'on est libre de signer un contrat de travail. Mais on est surtout libre d'avoir une vie misérable si on ne se fait pas exploiter contre un salaire. On entend aussi parfois que si les salaires augmentent, ça ne sert à rien parce que les prix augmenteront automatiquement et qu'il faudrait donc qu'on accepte notre sort. Une dernière, on entend matin, midi et soir que les ouvriers coûtent cher au patron et qu'il faudrait baisser le coût du travail. Marx, il démolit ce mensonge dans la brochure et il démontre que les travailleurs non seulement ne coûtent pas au patron, mais surtout qu'ils leur rapportent beaucoup. Une des notions que je vais introduire dans cette présentation, c'est la plus-value. Je vais expliquer en quoi la compréhension par Marx de la plus-value a permis de comprendre pourquoi la classe ouvrière est aujourd'hui la seule classe révolutionnaire. Alors Marx, il n'a pas tout inventé, il s'est appuyé sur des décennies de recherche en économie politique. Puis il a apporté sa contribution à des problèmes sur lesquels les intellectuels avant lui s'étaient cassés les dents. Marx a écrit cette brochure à l'époque où le capitalisme faisait ses premiers pas. Depuis, le capitalisme s'est répandu sur toute la planète. Le fond du problème, c'est donc toujours le même, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce forum. Bon, donc ceci étant dit, j'en viens à notre sujet. Alors, on imagine bien que si je propose à mon camarade ici présent d'échanger cette bouteille d'eau contre sa voiture, il y a des fortes chances qu'il se moque de moi. Une marchandise, c'est-à-dire un objet qui est fabriqué dans le but d'être vendu, il possède une certaine valeur. Alors la question qui vient, c'est qu'est-ce qui détermine cette valeur? L'eau, dans la bouteille, elle a une utilité bien plus importante, par exemple, qu'un jet ski. Je ne mourrai pas si j'ai pas de jet ski. Par contre, si j'ai pas d'eau, je suis plutôt mal barré. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que la valeur d'un jet ski, elle est bien plus importante que celle de l'eau. C'est donc pas l'utilité d'une marchandise qui détermine sa valeur. On entend parfois que la valeur, elle est due à la rareté. Alors bien sûr, un diamant, c'est rare, mais pas plus qu'un mouton à 5 pattes, qui pourtant n'a pas une grande valeur. C'est donc pas la rareté qui va déterminer la valeur d'une marchandise. Alors je vous donne la réponse, en fait. Si un diamant, par exemple, il a une grande valeur, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail qui est nécessaire pour s'en procurer. Pensez aux ouvriers dans les mines en Afrique du Sud. Pour obtenir 1 gramme de diamant, il faut extraire et travailler 1250 tonnes de terre. Il y a donc énormément de travail humain qui est contenu, entre guillemets, dans le diamant, qui est nécessaire à sa production. Et c'est pour ça qu'il a une grande valeur. Donc pour comparer la valeur de deux marchandises, il faut mesurer le nombre d'heures de travail qu'elles contiennent. Par exemple, il existait des tribus où quand on commandait une lance à un forgeron, il fallait travailler sur ces terres le temps qu'il fabrique la lance. Donc je conclus à cette partie-là. Ce qui détermine la valeur d'une marchandise, c'est la quantité de travail qui est nécessaire pour la produire. Alors la question qui vient forcément, c'est est-ce que tous les temps de travail pour produire une marchandise, ils se valent? Si on met aucune condition, on arrive vite à des absurdités. Par exemple, on peut imaginer un travailleur qui fait sa première journée à l'usine et qui produit une chaise en une journée. Et à côté de lui, il y a un travailleur expérimenté qui va produire 3 chaises dans la même journée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une chaise, elle vaut autant que 3 chaises identiques parce qu'elles sont faites dans le même temps? On voit bien qu'il y a un problème. Autre exemple. Dans une entreprise où il y a de nombreuses machines et des robots, est-ce que le temps qui va être mis à produire une chaise, il est comparable au temps que mettrait un petit menuisier à fabriquer une chaise? On sent bien que ce n'est pas comparable. Et c'est pour ça que Marx, il met une condition. Comparer la valeur de deux marchandises, donc oui, c'est comparer le nombre d'heures de travail qu'elles contiennent. Mais il ajoute qu'il faut comparer le temps de travail
socialement nécessaire à la production. C'est-à-dire, dans une société donnée, en se basant sur la capacité moyenne à produire un certain type de marchandises, avec une habileté moyenne des travailleurs, etc. Si on prend les vrais chiffres pour les chaises, dans une menuiserie artisanale aujourd'hui, il faut 4 heures pour produire une chaise. Mais si on regarde pour Ikea, il faut environ 10 minutes pour faire une chaise, 24 fois moins. L'un crée beaucoup plus de valeur en 1 heure que l'autre. Le temps de travail socialement nécessaire pour produire une chaise, il est devenu beaucoup plus faible avec l'apparition des machines, avec l'augmentation de ce qu'on appelle la productivité du travail humain. Donc du coup, en conclusion, pour comparer la valeur de deux marchandises, il faut comparer le temps de travail socialement nécessaire à leur production. Alors je vais maintenant expliquer une découverte fondamentale de Karl Marx qui s'appelle la plus-value. C'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue. Donc la valeur d'une marchandise, on a dit, c'est le nombre d'heures de travail qu'elle contient. On peut dire, en sortie d'usine, combien d'heures de travail sont cristallisées dans cette marchandise. Alors la question qui vient, c'est comment fait le capitaliste pour s'enrichir? La réponse qu'on entend souvent, c'est qu'il s'enrichit en vendant cher ou alors en augmentant les prix. Ça, c'est faux. Si 8 heures de travail sont nécessaires pour produire une cafetière, le capitaliste, il la vendra grosso modo au prix de 8 heures de travail. Du coup, on peut se demander par quel miracle le capitaliste ne meurt pas de faim s'il vend ses marchandises au prix qu'elles lui ont coûté. C'est là qu'intervient la plus-value. En fait, la force de travail humain, c'est aussi une marchandise. Elle s'achète et elle se vend. Les intérimaires, ils le savent bien, quand ils doivent aller à Manpower ou à Crit, en espérant qu'un patron acceptera de leur acheter leur force de travail pour la journée. Et une fois que l'ouvrier a vendu sa force de travail, elle appartient au patron pour la journée. C'est lui qui décide de ce qu'il va en faire. Par exemple, moi, si je vais acheter une baguette chez le boulanger, je peux la manger ou je peux la donner au canard. Ça, c'est mon problème. Le boulanger, il n'a plus son mot à dire une fois qu'il me l'a vendue. C'est exactement pareil quand le capitaliste, il paye pour la force de travail d'un ouvrier. L'ouvrier, il a vendu sa force de travail, sa capacité à créer de la valeur, elle lui appartient donc plus durant le temps que le patron a payé. Par exemple, 8 heures. Donc ce que le patron, il paye, ce n'est pas le travail de l'ouvrier. Ce qu'il paye, c'est le droit d'utiliser cette force de travail pendant un certain temps. Alors là-dedans, le travailleur, il a besoin d'un certain salaire pour vivre. Par exemple, pour s'habiller, pour se loger, pour se nourrir, ainsi que ses enfants. Ces habits, ces logements, cette nourriture, ils ont eux-mêmes une certaine valeur quand je me les procurais. Cette valeur, c'est justement ça, le salaire. Autrement dit, c'est la valeur de la force de travail pour une journée. Le salaire, on va dire que c'est ce que doit payer le patron pour que l'ouvrier il soit en mesure de revenir le lendemain se faire exploiter. Et c'est là que se situe la source de profit du capitaliste. En fait, le nombre d'heures qui est nécessaire à l'entretien de l'ouvrier, à la reproduction de sa force de travail, dit Marx, il est plus petit que le nombre d'heures durant lesquelles il va travailler pour le compte du patron. Et c'est en ça que la marchandise force de travail, elle possède une propriété unique qui la distingue de toutes les autres marchandises, c'est qu'elle peut produire plus de valeur qu'elle en a coûté. Pour le dire différemment, le capitaliste, il ne paye pas tout le travail de l'ouvrier. Le patron ne paye pas à l'ouvrier 8 heures de travail. Il paye pour avoir le droit de le faire travailler pendant 8 heures, ce qui est largement différent. Sur une journée de 8 heures, on peut imaginer que le capitaliste en paye 5, qui correspondent au salaire de l'ouvrier. Il y en a donc 3 qui ne sont pas payés. Alors je vais donner, il y a beaucoup de notions, mais je vais donner un exemple réel pour fixer les idées, parce que tout ça, c'est quand même dans le réel que ça se passe. L'entreprise Toyota. Sur chaque voiture, Toyota fait 3 000 € de bénéfices. Vu le nombre de voitures produites chaque année, ça fait 31 milliards d'euros grâce au travail des 400 000 salariés dans le monde. Une fois tous les salaires payés, ça veut dire que chaque travailleur de Toyota produit 78 000 € de bénéfices par an. Ça veut dire 6 560 € par mois. Donc, un ouvrier qui gagne 1 650 €, il travaille environ les 2 premières heures de la journée pour payer son salaire, et les 6 heures qui restent, il produit pour le patron.
Et je le redis différemment parce que c'est important. C'est-à-dire que sur les 8 heures, il travaille 2 heures pour se payer son salaire et les autres 6 heures pour enrichir une poignée d'actionnaires parasites. Et cette plus-value, en fait, on pourrait la calculer pour n'importe quelle entreprise. La valeur de ces 6 heures, elle représente ce que Marx appelle la plus-value. La plus-value, c'est la différence entre la valeur de la force de travail, le salaire, et la valeur qui va être produite par l'ouvrier. Et c'est l'existence de cette plus-value qui permet de parler d'exploitation des travailleurs. Du coup, si un ouvrier de Toyota incorpore 8 heures de travail dans une voiture, le capitaliste réalisera son profit en la vendant à la valeur de 8 heures de travail, car sur les 8 heures, il n'en aura payé que 2. Les bourgeois, ils réalisent donc pas leur profit en vendant plus cher ou en augmentant les prix, mais en exploitant le travailleur, en volant la plus-value. Ce que Karl Marx il a démontré une fois pour toutes, c'est que les travailleurs ne coûtent pas, mais au contraire rapportent beaucoup à la classe capitaliste. Alors c'est donc le capitaliste industriel qui vole la plus-value à l'ouvrier pour la transformer en profit. Mais une fois ce profit réalisé, les différents capitalistes du monde entier vont se battre comme des chiens pour en avoir une part. Le capitaliste industriel, il doit payer pour louer le terrain où il y a l'usine. Il paye à un propriétaire. Il doit payer des assurances contre tel ou tel risque. Il doit aussi payer un taux d'intérêt à la banque qui lui a prêté des sous. Il y aurait 1000 exemples. Mais ni le propriétaire terrien, ni le banquier, ni l'assureur ne créent de richesse. Ce que le capitaliste industriel leur paye, il leur paye avec une partie de ce qu'il a volé aux ouvriers. Ce que Marx il explique dans sa brochure, c'est que la fortune de tous les capitalistes n'a qu'une seule et unique source, le travail des ouvriers. Les milliards d'ouvriers dans le monde créent un genre de plus-value globale, internationale, un genre de caisse dans laquelle chaque capitaliste essaye de se servir. Alors aujourd'hui, le fait de travailler pour un salaire, on appelle ça le salariat, ça apparaît comme une évidence. C'est la forme d'exploitation actuelle dans le monde entier. Je dis actuelle parce qu'en fait c'est assez récent. Il y a eu d'autres formes d'exploitation avant de devoir travailler contre un salaire. L'esclavage par exemple, où le maître pouvait acheter à un homme comme on achèterait aujourd'hui une machine. Tout le travail de l'esclave appartenait au maître. Il y a eu aussi l'exploitation du Moyen-Âge. Les travailleurs pouvaient travailler certains jours pour eux-mêmes sur leurs terres, et d'autres jours, ils devaient travailler sur les terres de leur seigneur. Je dis ça parce que dans ces deux cas, esclavage et Moyen-Âge, le vol du travail, il est clair et il est visible. Mais aujourd'hui, dans le salariat, on signe un contrat de travail ou pas, mais le contrat, il semble juste. La partie payée du travail et la partie volée, elles ne sont pas clairement différenciées. À l'usine, on ne travaille pas le matin pour produire des choses dont on a besoin, comme des vêtements et de la nourriture, et l'après-midi pour fabriquer des choses qui sont utiles au patron. Non. On fabrique toute la journée des choses dont on n'a souvent pas soi-même besoin, comme des ressorts ou des bobines d'acier. Quand une ouvrière, elle fabrique des durites dans une usine Hutchinson, il n'y a pas un signal sonore pour lui dire « à partir de maintenant, tu as remboursé ton salaire et tu travailles gratuitement pour le patron ». Les durites, elles n'ont pas une forme ou une couleur différente. Dans le capitalisme, dans le salariat, le vol du travail, il est masqué. Et ça, c'est une originalité du capitalisme. Le vol, il est même nié par les patrons. Toute la société bourgeoise, elle prétend qu'un ouvrier est payé pour son travail. Bon bah ça, c'est un mensonge. Alors le fait que le patron, il s'accapare la plus-value, ça ne s'explique pas par la méchanceté ou par des considérations morales. Il n'a pas le choix, ne serait-ce que parce qu'il est en concurrence avec tous les autres capitalistes. Un patron qui n'arriverait pas à extorquer le maximum de plus-value sur le dos des ouvriers, bah juste il se ferait démolir par ses concurrents. Alors la question qui se pose, c'est comment le patron peut-il augmenter la part de plus-value dans la journée de travail, c'est-à-dire son profit? Pour ça, il a globalement 3 possibilités. D'abord, il peut augmenter le temps de travail. Ça, c'est les heures sup, c'est l'overtime, c'est les samedis obligatoires. Il peut renvoyer les ouvriers chez eux quand il n'y a pas de boulot et les faire venir à l'usine quand il est sûr de pouvoir leur faire transpirer de la plus-value. Ou bien il peut diminuer le temps de pause,
pas payer le temps de vestiaire de façon à augmenter le temps effectif. Il y a plein de façons d'augmenter le temps de travail. Une deuxième option, c'est de garder les gains de productivité pour lui. Par exemple, en augmentant les cadences des chaînes de production. Mais pas seulement. Quand il y a une amélioration technique, l'ouvrier, il produit plus dans le même temps. Ça veut dire qu'il mettra moins de temps à produire la richesse qui correspond à son salaire. Et donc que le patron, il volera une plus grande part de la journée de travail. On entend parfois dire que c'est la faute des machines. Ben non. Le problème, c'est que le patron, il garde tout le bénéfice des machines pour lui. C'est ça le fond du problème. Juste pour fixer les idées. La loi sur les 8 heures de travail par jour, elle date de 1919. Et aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, finalement on travaille toujours autant, malgré toutes les avancées techniques, les robots, les machines, l'automatisation. À la Redoute, à Roubaix, il y a 20 ans, il fallait 2000 travailleurs pour réceptionner, reconditionner et expédier 40 000 colis par jour. Aujourd'hui, la même tâche, elle est faite par 500 travailleurs, 4 fois moins. Et pourtant, les salaires, ils n'ont pas été multipliés par 4. Donc du coup, deuxième option, s'accaparer les gains de productivité, c'est une façon d'augmenter la plus-value. Et enfin, troisième option, le capitaliste, il peut baisser les salaires pour augmenter la part du travail volé et son profit. En 2020, l'entreprise Deurisbourg, un sous-traitant d'Airbus, a imposé une baisse des salaires de 20% à tous les travailleurs. Bon, dans la réalité, c'est un mix des trois qui fait que le patron il augmente sa plus-value. Mais le capitaliste, il n'est jamais sûr de réussir à imposer aux ouvriers une aggravation de l'exploitation. Sur les 8 heures de travail, le capitaliste, il essaye d'en voler le plus possible, et l'ouvrier, il essaye par ses luttes de s'en faire payer le plus possible. L'arme la plus puissante de la bourgeoisie dans ce combat, c'est de mettre en concurrence les ouvriers pour essayer de leur faire accepter une aggravation de l'exploitation. Sans concurrence entre les ouvriers, le capitalisme n'existerait plus. Bon alors, là j'ai beaucoup parlé des ouvriers de production dans cet exposé. Car c'est dans la production que la plus-value se crée. Mais il ne faut pas oublier que le capitaliste, il pourra réaliser son profit que s'il parvient à vendre sa marchandise. Il ne suffit pas de la produire. Et donc du coup, il faut d'autres travailleurs pour que ces marchandises, au final, elles se vendent. Il faut des camionneurs, il faut des marins, des pilotes d'avion pour le transport. Il faut des dockers dans les ports, il faut des caristes dans les entrepôts logistiques. Il faut construire des centres commerciaux. Du coup, il faut des caissières, des agents d'entretien, des vigiles. Il faut aussi des lieux d'études pour fabriquer des ingénieurs en automatique ou des techniciens de maintenance. Et vous sentez bien que je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain matin. En fait, il faut orienter le travail de tous les travailleurs, de tout le prolétariat mondial, vers le but exclusif de réaliser les profits de la bourgeoisie. En fait, il faut une société où tout est organisé jusque dans les moindres détails pour que les capitalistes s'enrichissent. Exemple, l'entreprise dans le monde qui exploite le plus de salariés, c'est un groupe de la grande distribution qui s'appelle Walmart. 2 millions de salariés. Sans compter les dizaines de millions qui dépendent directement de Walmart partout sur la planète. Je vous demande d'essayer d'imaginer quel travail humain ça signifie que tous les rayons de tous les magasins Walmart partout dans le monde, ils soient remplis tous les jours par des marchandises du monde entier. En fait, quand les actionnaires de Walmart ils posent 1 euro de capital sur la table pour le rentabiliser, c'est le travail de centaines de millions d'humains qu'ils mettent en mouvement. Et c'est dans ce pouvoir de décider de qui va travailler et dans quel but que réside au final le pouvoir des capitalistes sur la société. Ce que Marx il appelle le capital, ce n'est pas une énorme montagne d'argent, c'est une puissance sociale grâce à laquelle les capitalistes exercent leur dictature sur l'ensemble de la société. Et en fait, c'est sur cette réalité que repose l'unité du prolétariat mondial. Le fait que tous les travailleurs du monde ont les mêmes intérêts, le fait que le prolétariat est la seule classe porteuse d'avenir, parce que finalement, c'est la seule classe qui est capable d'orienter le travail humain dans l'intérêt de l'ensemble de la société. Et c'est ce pouvoir de décider de la finalité du travail humain que les travailleurs devront collectivement arracher aux capitalistes. Et je dis arracher parce que ça sera violent. Le capitalisme, il est marqué par la violence depuis le début.
Enfin, juste comment on en est arrivé à une société où certains possèdent tout, les usines, les grandes surfaces, tous les moyens de transport, alors que les autres, les prolétaires, ils possèdent rien d'autre que leur force de travail. Ben ça s'est fait dans la violence. Au début du capitalisme, des millions de petits paysans ont été dépouillés de leurs terres, expropriés, jetés sur les routes, transformés en vagabonds, en clochards. Une violence inouïe, une véritable guerre civile. Dépouillés de tout, la seule possibilité de ne pas mourir de faim qu'ils ont eue, ça a été d'aller échanger leur force de travail contre un salaire. Et c'est pas pour faire un cours d'histoire que je raconte ça. En ce moment, le capitalisme, il continue d'exproprier des millions de petits paysans. Exemple, le groupe pétrolier français Total, il chasse de leurs terres des dizaines de milliers de paysans en Ouganda. Le capitalisme, il ne tient pas tout seul. Il ne survit que par la violence. Dans la plus-value qui est volée aux ouvriers du monde, une partie sert à payer la police qui tire sur les grévistes ou les armées qui ravagent l'Irak pour le pétrole. Et c'est à ce prix-là que l'entreprise Total, elle réalise chaque année un profit de 200 000 € sur chaque travailleur de l'entreprise. Alors je vais conclure. Parce que la question au final, c'est face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je l'ai dit au début, Marx s'adresse dans cette brochure à ses camarades de combat. À l'époque, comme aujourd'hui, il y en a certains qui disaient qu'il faut casser les machines ou qu'il faut les interdire. Il y en a d'autres qui disaient qu'on se fait voler par les marchands qui gonflent les prix et qu'il faut des petites coopératives de production et d'échange. Marx, il leur répond. En dévoilant le mécanisme de la plus-value, Marx a démontré que ce n'est pas en tant que consommateur, mais comme travailleur qu'il faut mener le combat. Il y a d'autres militants qui tournaient le dos à la politique et disaient que l'important, c'est de faire des syndicats, de mener la lutte entreprise par entreprise grâce aux grèves. Marx leur répond. Les grèves, les luttes pour les salaires, oui, c'est l'école de guerre des travailleurs. Que les grèves soient gagnantes ou pas, les travailleurs y apprennent à s'organiser. Mais l'école de guerre, c'est pas la guerre elle-même. Usine par usine, les travailleurs n'auront jamais le dernier mot tant que les capitalistes seront propriétaires des moyens de production. C'est pour ça qu'il faut raisonner à l'échelle de la société tout entière, qu'il faut s'organiser au travers d'un parti dans le but de transformer la société tout entière. À ceux qui disaient qu'il faut se battre pour un salaire équitable, pour une journée de travail juste, Marx répondait que jamais rien ne sera ni juste ni équitable dans le système capitaliste, qui ne sera rien d'autre qu'un système d'exploitation sordide jusqu'à son dernier jour. Le salariat, il n'a pas toujours existé. Il y a eu des sociétés avant et il y en aura après. Les paysans expropriés, ils sont devenus les ouvriers de l'industrie moderne, capables de s'organiser à l'échelle de la planète pour arracher le pouvoir aux capitalistes et en les expropriant. Les travailleurs, ils devront abolir le salariat et construire une société définitivement débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pour ça qu'il faut lire ou relire cette brochure. Ce n'est pas un livre d'économie, c'est un manuel de guerre pour ceux qui veulent mener le combat et qui cherchent les armes les plus puissantes pour pouvoir le gagner.